Oui, du coup, comme je suis parti très vite, bah moi j'ai pas de charbon. C'est bien, c'est pour faire la transition avec la précédente vidéo. Du coup, je suis obligé de faire avec du bois. Alors j'ai pris du noisier bien droit. Voilà une des premières ressources du Périgord, c'est l'agroalimentaire. Et c'est le canard. Et alors ça en fait c'est des détritus d'usine. Sur les carcasses, quand on a enlevé les magrets et enlevé tout ce qui est, tout ce qui est en fait fendable séparément, c'est-à-dire les gésiers, le foie, les canards gras, les confits, donc les pattes qui sont confites, et puis les manchons, les ailes, les coups, parfois des canards gras sont récupérés, mais du coup il reste quand même la carcasse. Donc tout ce qui correspond du croupion aux épaules. Donc on voit les côtes là par exemple. Et du coup ça c'est vendu à la pièce, ça vaut pas cher du tout. C'est super bon parce que vous voyez que là par exemple il reste quand même un bon bout de filet là, de magret qui est resté accroché. Du coup bah ça c'est un des déchets alimentaires qu'on peut trouver auprès des préparateurs de conserve. Donc moi je vais chez le boucher local qui a aussi une petite unité de transformation pour préparer des plats cuisiniers puis des conserves. Donc du coup moi j'ai récupéré ça. Voilà. Mais vous voyez, il faut y penser. Et l'agroalimentaire, donc tout ce qui est pruneaux, canards et les oies aussi transformées dans le Périgord, et les noisettes aussi qui sont très fortes pour le Lot-et-Garonne. Et un peu la Dordogne, il y a beaucoup de producteurs de noisettes et de châtaignes. Et ben ça, c'est ce qui va constituer les premières ressources locales. Et ça apparaît, enfin si on regarde les chiffres du PIB du département, pour le Lot-et-Garonne, des départements, donc pour le Lot-et-Garonne et la Dordogne, c'est une des premières, c'est la deuxième ressource après le tertiaire, il me semble. Voilà, à vérifier, mais c'est en tout cas dans les 3 premières ressources du PIB du département de la Dordogne et du Lot-et-Garonne, l'agroalimentaire. Voilà, je vais retourner voir mon feu, ce qu'il avance. Regardez-moi ça. Et ça se colore bien. Le canard, faut pas trop le cuire. Je sais, c'est assez cruel de montrer ça alors que vous êtes enfermé chez vous. Voilà, le feu est éteint, on a mangé les carcasses. Les poulets sont en train de bousiller mon ébauche de poulailler. Non, ça c'est pas un poulailler, c'est un potager. Pardon, oui, plusieurs fois je dis, c'est comme dans l'autre vidéo, j'avais dit briques à la place de pierre, là, les petites pierres taillées rouges à Belvès. Bon, écoutez, c'est du sans filet. Hein. Voilà. Du coup, on va aller parler des ressources agricoles et de la population du Lot-et-Garonne. Et donc, on va continuer notre travail sur les ressources et les risques. Donc là, d'un espace rural. A tout de suite. Donc, les ressources et les risques en Lot-et-Garonne. Alors déjà, première chose, le département du Lot-et-Garonne, donc avec sa préfecture à Agen, qui est la plus grande agglomération du Lot-et-Garonne, c'est un espace rural. Vous devez commencer par avoir ça en tête. Avec, du coup, qui dit espace rural, une population qui est assez faible. On est à 334 000 habitants sur le département, ce qui fait une densité de population autour de 62 habitants au kilomètre carré. C'est assez peu. D'ailleurs, c'est un petit département, c'est quand même une densité de population qui est moyenne pour un espace rural, à dominante rurale, mais on a un département qui fait seulement 5400 km², qui est assez petit. Hein. C'est l'un des plus petits départements de Nouvelle-Aquitaine et même l'un des plus petits départements du quart sud-ouest de la France. Ensuite, ce département est dit rural parce que du coup, la première ressource, c'est l'espace, et un espace qui est largement naturel, c'est-à-dire peu anthropisé. Vous voyez, si je regarde autour de moi, il n'y a pas trop de construction. On voit un petit pigeonnier là-bas, on voit quelques maisons, mais on voit que dès qu'on sort du village, là, c'est la campagne, d'accord ? Avec sa croix de rogation, là, en bord de chemin. Et puis ici, alors tiens, ça c'est intéressant, c'est un hangar à tabac. Parce que du coup, le Lot-et-Garonne a longtemps produit du tabac, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'un des premiers employeurs de la région, donc si on regarde le tableau INSEE, c'est la LNUF. Et la LNUF, elle fait, alors il y a une grande laiterie à Montéral, mais ils font aussi du produit à base de tabac. Bon là, il est en train de s'effondrer. Vous voyez, il y a encore les cordes qui servent à accrocher les carottes de tabac. Donc ça, c'est un hangar où on fait sécher le tabac. Le tabac, c'est des grandes feuilles. Bon, là, c'est pas du tout la saison, alors je vous montrerai pas de plants de tabac, mais donc on accrochait comme ça les feuilles de tabac en paquet, en bouquet pour les faire sécher. Et après, on en faisait des carottes, ce qui a donné... donc c'est des tas de feuilles tassées, c'est ce qui a donné les carottes de tabac, les petites carottes rouges que vous voyez
devant les devantures des bureaux de tabac. Donc du coup, puis on voit que là ça a été peint, tenez, on peignait en bleu, souvent c'était un genre de pastel. C'était une peinture qui devait prémunir contre tout ce qui était maladie du bois, quoi, tous les petits vers. Donc c'est resté de peindre souvent en bleu les charrettes. Mais à la base c'était un traitement, donc insecticide. Voilà, donc du coup, un espace rural, 5400 km², ça c'est la dimension, donc la superficie du Lot-et-Garonne. C'est un espace qui est surtout traversé. En fait, les deux grandes agglomérations, et vous devez les connaître, du sud-ouest français, c'est Toulouse et Bordeaux. Toulouse est au sud-est du département, et puis Bordeaux est au nord-ouest, bonjour, du département. Donc du coup, à part la grande ville d'Agen, alors il y a 3 agglomérations un peu importantes, Agen, Marmande et Villeneuve-sur-Lot. Bon, c'est Agen la préfecture et c'est Agen la plus grosse, c'est Agen qui est la seule ville à avoir un aéroport par exemple. Donc regardez les infrastructures, elles vous aident à déterminer qu'une ville est importante. Et l'agglomération d'Agen qui a plus de 100 000 habitants, du coup, vous avez un petit aéroport local, d'accord, avec des liaisons directes vers Paris. Mais c'est vrai que c'est surtout l'autoroute en fait qui traverse. La plupart des flux logistiques, ils sont traversants. Ils vont de Toulouse à Bordeaux. Toulouse, gros centre d'aéronautique. Et puis Bordeaux, qui est la ville du vin, mais qui est aussi une ville où on a l'industrie pharmaceutique, on a un grand port, enfin beaucoup d'activités industrielles à Bordeaux. Voilà, donc ici un espace plutôt traversant et un espace où en fait les ressources locales elles sont souvent agricoles. On sait que par exemple on a autour de 10% des salariés et enfin même pas des salariés en fait, des gens qui travaillent en Lot-et-Garonne, parce que pour beaucoup ce sont des exploitants agricoles, donc des personnes qui sont leurs propres patrons. Mais on a 7% d'exploitants agricoles, ce qui est énorme. Et on a facilement autour de 15 à 20% de personnes qui travaillent en lien avec, directement avec une exploitation agricole. D'accord ? Et même si on prend toute la chaîne agroalimentaire, c'est-à-dire les gens qui vont conditionner, qui vont fabriquer, par exemple toutes les petites PME, qui vont fabriquer les emballages des productions agroalimentaires, en fait, on se rend compte que si on met tous les métiers qui ont un lien avec une ressource agricole produite sur place, on atteint plutôt les 40%, quoi. Ensuite, la main-d'œuvre, surtout c'est le tertiaire, donc un peu de banque, beaucoup, la poste, la banque, les enseignants, et puis surtout l'aide à la personne, parce que c'est un département donc avec une population qui est assez âgée. On a plus de 17% de personnes qui ont plus de 75 ans. En fait, si on prend les plus de 60 ans, les retraités en Lot-et-Garonne, on atteint facilement les 20%, 25% dans certains secteurs, voire plus pour certaines communes rurales. Et après, des très jeunes. On a autour de 20% de mineurs, donc des personnes de moins de 18 ans, et on doit être autour de 20-25% des citoyens du Lot-et-Garonne, enfin des gens qui vivent en Lot-et-Garonne, qui ont moins de 20 ans. Voilà, donc c'est un département où il y a des très jeunes, des très vieux, 50% de la population, du coup, n'est pas dans la population active, enfin en tout cas n'est pas en âge de travailler, et puis en plus c'est un département qui est quand même assez pauvre. On a un 6e de la population qui est sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire qui a, là le seuil de pauvreté il est déterminé, il est en dessous de 1000 euros, il est autour de 750 euros, c'est un gros RSA, voilà, les gens qui gagnent moins que ça, et on est quand même 1 sur 6 en Lot-et-Garonne, donc c'est un département qui est rural et qui est quand même assez pauvre malheureusement. Voilà, donc un espace rural, qu'est-ce qu'on y produit? Alors du tabac, je vous l'ai montré, beaucoup d'élevage, là vous voyez on a des prés à vaches, on en verra peut-être de l'autre côté de la ferme. Voilà, et puis après c'est de l'horticulture, c'est une production par contre qui est très variée, ça c'est un point qu'il faut savoir, c'est-à-dire qu'on va avoir de la production très locale, tout ce qui est magret de canard, ça je vous ai montré les carcasses, mais donc du canard gras, de l'oie. Un des plus gros employeurs du Lot-et-Garonne, c'est les foie gras d'Elpera, ils emploient, il me semble, plus de 300 personnes. Vous avez également, dans les gros employeurs, je vous l'ai dit, la laiterie de Montéral, c'est un des 5 premiers employeurs du Lot-et-Garonne, donc c'est quand même très important. Après, il y a une entreprise de pharmaceutique, Bristol, je retrouve le nom exact. C'est important de connaître l'emploi, c'est ce qui vous donne un peu, justement, qui vous permet de tracer les ressources. Donc oui, il y a Jiffy qui est un des très gros employeurs, plus de 1000 employés sur le département. Voilà, donc ça c'est du tertiaire marchand, du commercial. Ensuite, vous avez donc la LNUF, la laiterie et tabac de Montayral, ça je vous en avais parlé. Oui, c'est Bristol Myers,
qui est du coup également dans le département avec 900 salariés, et les foie gras d'Elpera. Vous avez peut-être vu la pub à la télévision, donc eux, très gros employeurs locaux. Voilà. Donc, l'agriculture. Alors, une agriculture variée. Il y a de la truffe, il y a des canards, de l'élevage, de la vache, des productions laitières. Vous avez de la vache race à viande, donc du bovin race à viande, donc de la Limousine, de la blonde d'Aquitaine. Vous avez des fromages, beaucoup de fromages de chèvre. Vous avez des fromages de brebis. Vous trouvez également tout ce qui est champignons à l'automne. On va récupérer les cèpes. Alors c'est vendu au marché de Montpellier, mais il y a en plus des entreprises qu'on récupère. Vous avez de la noisette. Donc à Casseneuil, dans le sud du département, on trouve beaucoup de production de noisettes, même autour de la vallée du Lot. Mais du coup, donc, ce qui marque le département dans ses ressources, c'est que ces ressources sont variées. Et ça, c'est plutôt un plus, parce que par exemple, il y a moins de... comme il y a peu de monoculture, je veux dire, les maladies, ça c'est un grand problème en agriculture. Les parasites, on a beaucoup moins d'années noires. Souvent, un agriculteur ici, il fait du tournesol, il fait des choux l'hiver, il fait de la fraise, il fait du tabac, et puis du coup... s'il y a une maladie sur une de ses productions, s'il y a un parasite, c'est pas grave, il perd une partie de sa production. Mais comme c'est une agriculture qui est extensive, c'est-à-dire pour beaucoup, c'est pas de la grande plaine, c'est des petites surfaces souvent entrecoupées. Il y a moins de grandes maladies d'épidémies qui vont toucher tout le secteur. Et puis ensuite, je cours un peu là, je suis difficile de parler de marcher en côte en même temps. Mais du coup, moins de maladies. Et puis une plus forte variété. S'il y a un problème de variation de coût, si tout d'un coup une production, le prix s'écroule parce qu'il y a une surproduction dans un autre pays, c'est pas très grave. Ça vous met pas à mal toute l'agriculture des départements. Ici c'était un élevage de poulets quand j'étais petit par exemple. Moi je suis venu avec le monsieur regarder les petits poussins. On marchait dedans pour récupérer les poussins morts. Voilà. Et du coup, oui, c'est une agriculture très variée, une agriculture qui du coup est ce qu'on appelle résiliente en fait. Quand vous faites plein de choses très variées, en plus assez très lâches en termes d'espace, avec des petits points de production un peu partout, généralement vous êtes beaucoup moins sensible aux maladies, vous êtes moins sensible aux aléas du marché, et du coup vous maintenez une activité. Donc économiquement, c'est un département qui se porte bien. Voilà. Après, du coup, ça vous donne les risques. Voilà, les risques agricoles, c'est la surproduction, parce que ça fait baisser les coûts. Et puis, c'est les maladies et les parasites. Par exemple, c'est la destruction, les certaines années où on a des pyrales, où on a des insectes ravageurs. Du coup, ça, vous devez garder en tête le premier danger. Et vous le voyez, par exemple, en Afrique. C'est un chapitre qu'on peut aussi... vous aurez un cours qui vous reprendra les ressources et les risques partout dans le monde, et puis l'accès à l'eau, etc. On va travailler sur d'autres sujets. Et par exemple, en ce moment, en Afrique, vous avez des ravages dus au criquet. C'est vrai que quand vous êtes mis dans une monoculture de millet, par exemple, et que les criquets arrivent, vous perdez tout. Voilà. Alors que les criquets, ils s'attaquent beaucoup moins aux arbres. Si vous avez une production, de fèves de baobab ou d'autres choses, vous êtes sauvé, vous avez quand même un petit revenu qui peut revenir. Et ça, c'est un point qu'il faut voir. Ici, c'était par exemple au début du siècle le phylloxéra, quand la vigne a été touchée, les côtes de Duras, par exemple, le vin des côtes de Duras, il a été touché, et on a dû arracher les pieds de vigne, attendre des années avant que la production reparte. Et aujourd'hui, on a un vignoble qui est assez bon, qui est assez réputé. Il y en a, il est groupé surtout autour d'Agen. Et c'est par exemple les coteaux du Marmandais, donc le vin du Marmandais, les côtes de Buzet et le côte de Brulois. Donc c'est à l'est et à l'ouest d'Agen. C'est à l'ouest, il me semble, et Brulois à l'est. Ça, c'est le vin. Et la production viticole, elle rapporte pas mal d'argent. Voilà. Donc du coup, si on reprend rapidement les chiffres, vous avez 7% de l'emploi, ce sont des exploitants agricoles. 13% de l'emploi ici, c'est l'industrie, mais en fait, qui est souvent lié à l'agriculture. Par exemple, fabriquer des conditionnements, fabriquer les machines qui servent, ou entretenir les machines qui servent aux exploitants agricoles. 5% au BTP, mais là encore, le BTP, on peut construire des hangars agricoles, on peut construire des usines de traitement, des usines de conditionnement agroalimentaire. Donc le BTP, une partie de son activité est liée à l'agriculture. Et puis après, c'est 75% des gens qui bossent dans le tertiaire. Donc c'est aussi un tertiaire qui peut être agricole, les activités de courtage de matières premières agricoles. Et puis aussi, c'est s'occuper des personnes âgées. Là, il y a de plus en plus le tertiaire
liées au résidentiel, liées aux personnes âgées, faire le ménage chez les gens, les coiffeuses à domicile, voilà, tout ce tertiaire qui est lié aux personnes un peu âgées, c'est un tertiaire qui est important pour la région et c'est un tertiaire qui là depuis 10 ans prend de plus en plus de place parce que la population est vieillissante. Alors elle grandit un peu, on a gagné là ces 5 dernières années 4% de population, donc le département ne se vide pas, il n'y a plus d'exode rural, mais vous savez c'était les familles, enfin les fratries entières qui partaient travailler à Paris, ça c'est fini. C'est plutôt un département qui est stable, et puis là ces dernières années qui a gagné en nombre d'emplois et qui a gagné aussi en nombre d'habitants. Mais du coup, c'est quand même un département où la population vieillit, donc la forme du travail elle change. Mais vous le voyez par exemple ici, ça y est, en fait là on est donc sur la ferme de la Grand-Borde. Et en fait, ferme de la Grand-Borde, il n'y a plus de vaches. Et alors on voit tout de suite, c'est intéressant d'un point de vue géographique, vous voyez que les prés se referment et que là on voit arriver des ajoncs et des genêts. Et ces belles fleurs jaunes là, donc là c'est de l'ajon. Et du coup l'ajon maritime là, il est en train de recoloniser le champ. Parce que dès que vous n'avez plus de vaches, c'est fini, les milieux, c'est ce qu'on appelle la fermeture des milieux. Dans quelques années, si ça ne change pas, les ronces et les ajoncs et genêts vont donner la place, vont être remplacés, en fait, c'est des plantes pionnières, mais elles vont être remplacées par des petits arbres. On va avoir du noisetier sauvage, on va avoir des buissons, des petits saules, puis après c'est fini, ce sera du châtaignier, peut-être qu'il va revenir du pin. Vous voyez là c'est châtaignier, la majorité donc, des arbres que vous voyez c'est du châtaignier, et puis en haut vous avez des pins, vous avez des petits groupements de pins, donc, avec des arbres résineux à aiguilles qui ne perdent pas leurs aiguilles l'hiver, donc du coup vous voyez c'est les touffes vertes qu'on voit. Moi ce que je vais vous montrer c'est plus loin, c'est la châtaigneraie, parce que la châtaigne est une des grosses ressources du département. Et du coup, là encore, il y a un petit travail à faire sur risques et ressources. Voilà, bon, je vais avancer un petit peu. Je voulais vous montrer autre chose d'un point de vue géologique. Donc on est ici sur des roches qui sont du Jurassique et du Crétacé. Du coup, elles datent du temps des dinosaures. Et on a retrouvé par exemple à Monpazier, je vous avais montré Monpazier dans la dernière vidéo, on a retrouvé des ossements préhistoriques, très anciens, il me semble un grand tibia de sauropode. Mais vous voyez surtout, la roche elle affleure très vite. En fait, et c'est à ça que je voulais vous amener aussi, c'est que l'environnement minéral détermine souvent la forme du végétal. Par exemple, vous voyez ici, les chênes, là vous avez un chêne, c'est pas un chêne très haut, c'est pas un chêne comme on peut en voir dans les forêts autour de Paris. Finalement, la couche de terre, elle est assez fine, l'humus, il est assez fin, pas beaucoup d'argile non plus, c'est tout de suite le caillou. Là, vous voyez, là, dès qu'il y a eu un passage, là on est dans le chemin, tout de suite ce qui affleure, c'est la roche, c'est le gros calcaire très solide, qui par endroits se fend et laisse pénétrer l'eau, et donc on a beaucoup de sources, de résurgence, de cavités, il y a beaucoup de grottes, on n'est pas très loin de la grotte de Lascaux, mais quand même du coup c'est des plateaux, quand on les défriche, et par exemple c'est ce qui se passe au Moyen-Âge, finalement les champs ne sont pas toujours très fertiles, et il vaut mieux plutôt laisser paître des animaux, donc c'est pour ça que se met en place en Lot-et-Garonne une région surtout d'élevage. Alors la guerre de 100 ans, toutes les périodes de conflit ne vont pas aider non plus à développer particulièrement la limite entre l'Aquitaine et le Royaume de France. Mais en plus, au-delà de ça, généralement la guerre de 100 ans, ça fait plus de 500 ans. De toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'on a un terroir qui supporte très bien une agriculture extensive, mais beaucoup plus mal une agriculture intensive. C'est pas les plaines de Champagne, c'est pas le bassin parisien où je vous avais expliqué autour de Gonesse par exemple, dans le nord de Paris, on a des terres extrêmement fertiles. C'est pas le cas. Ici, il faut mieux faire de l'élevage. Et puis sinon, c'est le bois. Une des grandes ressources du Lot-et-Garonne et de la Dordogne. Je vous avais montré les charbonnières dans la précédente vidéo. Là, je vais vous emmener voir une petite scierie. En fait, c'est le bois. D'accord ? Ça, c'est une des grandes ressources. On fabrique du bois de charpente. On fabrique beaucoup de conditionnement aussi, des petites boîtes, par exemple des petits paniers en châtaignier, des boîtes faites dans des usines, mais pour empaqueter, vous savez, à Noël, les marrons glacés, tout ça. C'est toutes ces petites, tous ces petits objets en bois qui sont fabriqués dans les PME du coin. Et puis sinon, le bois, il est fait, on va le retrouver sous forme d'allumettes, on va le retrouver sous forme de pâte à papier. Il y a beaucoup d'usines plus au nord de pâte à papier. Ça, c'est vraiment la richesse locale. Voilà, on a marché pas mal. Ça, c'est du châtaignier non greffé. Et ce que je voulais vous montrer, c'était ça, du châtaignier greffé. Donc ça, c'est une belle... Alors là, c'est pareil, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup moins bien entretenue que quand j'étais jeune.
Enfin, en tout cas petit, je suis pas si vieux que ça. Mais du coup, voilà, vous avez des gros châtaigniers qui ont été traités et vous ramassez les châtaignes à l'automne. C'est aussi là tous ces bois. C'est des bois qui sont très riches en cèpes. Là, cèpes, girolles, pieds de mouton. Là, c'est pas la saison. Il y aura les morilles à la fin du printemps. Pour le moment, il n'y a pas de champignons. Même si ça sent toujours un peu, mais voilà. Une des grandes richesses du Lot-et-Garonne, c'est ça. C'est la châtaigne. Voilà, donc là, il y a des bogues. Là, vous avez encore, tenez, vous voyez, c'est gros marron. Bon, là, ils sont forcément, là, il y a du... Ouais, des aiguilles. Voilà, une ressource. La châtaigne. Évidemment, il faut la récupérer tôt. Et ben, un risque, choper le tétanos, c'est se piquer avec les aiguilles. Mais du coup, donc voilà, alors on les greffe. Vous voyez que là-bas, ils sont en ligne. Là, on plante des châtaigniers qui sont souvent déjà greffés. Et puis, on attend facilement 20 ans avant qu'un châtaignier... Enfin, c'est un bel arbre riche en production de châtaignes. Mais du coup, la châtaigne, c'est comme la noisette, en fait. C'est une production qui demande du boulot dans l'entretien des arbres, mais qui après rapporte pas mal. Hein. Le kilo de noisette, par exemple, si vous avez regardé en produit fini, c'est autour de 15 €, hein, le kilo de noisette décortiqué. Mais du coup, je pense au prix du producteur, on est facilement à 5-7 € le kilo. Donc du coup, c'est pas mal. Voilà. Et pour la châtaigne, c'est un peu moins, mais c'est des prix qui sont équivalents. Moi, je me souviens, j'en ai ramassé. On le vendait autour de... À l'époque, c'était en francs. Ouais, on nous l'achetait peut-être à 5, autour de 1 € le kilo du coup. Donc je pense qu'on se faisait avoir. En repartant, je voulais quand même vous montrer une petite vue sur la ferme. Ça, c'est en termes de genre de vie. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez comme les bâtiments locaux, ruraux, anciens se fondent un peu dans le paysage. Vous voyez, là, on a un profil collinéen, parce que bon, le Périgord est une région de très très faible altitude, mais il n'empêche que c'est un relief qui est quand même assez collinéen. On a des reliefs autour de 200-300 mètres de haut quand même. Et surtout, vous voyez, on a donc dans les fermes des grands toits dessus le canal qui permettent du coup de prendre la chaleur, de faire des toits assez sains. On va pouvoir faire sécher les champignons, sécher le tabac, sécher les pruneaux, plein de productions qu'on fait sécher comme ça au-dessus des habitations. Et autour, les bâtiments d'élevage. Mais vous voyez que ça se fond très bien dans le paysage. Ça, c'est vraiment la ferme. Et en pierre locale. Hein. Là, c'est toujours cette pierre grise là, du sud de la Dordogne et du nord du Lot-et-Garonne qui est magnifique. Voilà. Mais je veux que vous compreniez ça. Combien en fait on adapte à la région les modes de production. Alors ils sont liés à certains risques, mais l'homme, surtout les sociétés rurales, on le voit très bien, l'homme s'adapte aux ressources locales. On cultive le châtaignier, qui est une plante qui est importée, qui n'est pas originaire de France. Il n'y avait pas de châtaignier en Europe avant là, ça s'est développé à la Renaissance. Mais du coup, ça venait d'Asie à la base. Et du coup, cette plante, elle ne s'est plus, et on a adapté donc les cultures. Voilà, on a créé des châtaigneraies. Pour l'élevage, vous le voyez, très vite le milieu se referme. Mais c'est vrai que quand on a un pré, il se maintient bien, on a une arme qui est bien verte, et autant produire ça, autant faire paître des animaux, trouver des races à viande qui permettent donc de tirer beaucoup de protéines de tous ces champs. Et du coup, la région s'est imposée comme l'un des... On est dans une des premières... L'Aquitaine, de toute façon, est l'une des régions où, en superficie, on obtient le plus de revenus au kilomètre carré de SAU, de surface agricole utile. Donc du coup, c'est une des régions qui sait faire de sa terre de l'argent. C'est pour ça que c'est aussi intéressant que j'ai choisi ça. Mais du coup, vous voyez combien, et je pense à Sharif et à Kenan, mes secondes, qui du coup sont toujours passionnés par les animaux et les vaches. Voyez comment les sociétés rurales s'adaptent et comment c'est vraiment... On a une diversité en France de patrimoines ruraux différents, et chaque patrimoine rural est adapté à un type d'environnement. Ce type d'environnement, il est souvent en fait induit par le minéral. Qu'est-ce qu'on a sous nos pieds? Qu'est-ce qu'on a comme roche? Est-ce qu'elle laisse passer l'eau? Est-ce qu'elle empêche l'eau de circuler? Et également par le climat. Voilà, ici, là vous voyez, je fais un t-shirt là, ou là en pull, parce que ça y est, c'est le début de la soirée. Mais en fait, c'est un climat plutôt doux, océanique. On a Mimizan, on a l'océan qui est pas très loin, qui est à peine peut-être 150 km, vous avez l'océan. Et du coup, c'est un climat qui est doux, qui permet des productions tout au long de l'année.
Et du coup, où on a comme ça pu valoriser des types de production, et en plus des types de production très variés. Et souvent qui permettent de gagner le canard gras par exemple, allez voir le prix du magret de canard, c'est des viandes, le canard c'est une viande à 15-20 euros le kilo pour un beau canard, pour du canard de très bonne qualité. Donc du coup, on a su valoriser le terroir agricole pour des productions à forte valeur ajoutée, ou à une mise. Alors c'est du boulot hein, d'aller nourrir les canards et de les élever. Mais je veux dire, pour un prix de départ qui est assez faible, le prix d'un petit caneton et de l'alimentation, du maïs broyé pour le canard, eh ben on peut en tirer un produit valorisé. Vous irez voir le prix des foie gras d'Elpera. C'est un bon foie gras, de toute façon, c'est entre 20 et 40 euros le pot. Hein, donc c'est une ressource qui est assez chère. Et à la base, c'est qu'un canard. Encore un indice de la faible densité de population, c'est que les bois qui étaient souvent très bien entretenus, petit à petit se referment et vous voyez apparaître des houx. Alors il y a du grand houx là, le houx, vous savez, le houx à boule rouge, celui qu'on trouve à Noël. Et puis également du petit houx fragon. Et c'est vrai que le houx fragon, en ce moment, on en voit de plus en plus. Parce que c'est un tout petit houx qui est très bas et qui se développe là où on entretient moins la forêt. Je vous en montrerai, mais c'est un houx qui fait un grand tapis. Et c'est caractéristique des forêts qui sont moins entretenues. Moins entretenues parce que les gens font autre chose, ils sont passés à d'autres productions agricoles. Moins entretenues aussi parce que les gens sont vieillissants et que du coup ils parcourent moins les bois. Les gens, quand vous êtes âgé, vous n'allez pas passer votre temps à... Là, la futaie, par exemple, on se rapproche de la Syrie, la futaie est bien entretenue, mais c'est pas le cas partout. Et puis également, il faut voir qu'à l'époque, c'était une ressource. Et c'est toujours d'ailleurs une industrie du Lot-et-Garonne. On allait chercher le minerai de fer l'hiver dans les forêts, un peu aussi dans les champs au moment des labours, mais surtout l'hiver dans les forêts, on traçait des grandes saignées et on récupérait du minerai de fer. Faudrait que je vous en montre. Il y en a toujours qui affleurent un peu partout. Mais dans les roches calcaires, on trouve comme ça ces nodules de minerai de fer, et les nodules étaient rassemblés, vendus aux forgerons locaux. Tiens, tenez, Evelyn. Vous voyez ça là? Bon, celui-là, il est pas très beau. Voilà ça. Vous voyez? Ça, c'est du fer là, ici. Et du coup, le fer, il était vendu. Et aujourd'hui, vous avez toujours Métal Aquitaine avec son usine à Fumel, qui est l'une des premières industries de la région. On a gardé une tradition du fer. Malheureusement, le fer aujourd'hui, c'est surtout des carcasses de voitures, du retraitement de vieilles machines. Donnez-le au fragon, voilà. Du coup, c'est aujourd'hui beaucoup plus du fer qui a déjà été ouvragé. Voilà, vous voyez, il y en a de plus en plus. Voilà. Et du coup, c'est pareil, c'est la fermeture du milieu. Bon, ça n'empêche pas les champignons de pousser, mais ça montre que on est face à des bois qui sont moins nettoyés. Oui, et du coup, par exemple, Métal Aquitaine, c'est un des premiers employeurs du Lot-et-Garonne. Et cette tradition de forge et d'exploitation du fer, elle était déjà ancienne, elle s'est greffée au 19e siècle avec, par exemple, la création de l'usine de Fumel. Ah, vous voyez, les sangliers viennent... c'est les sangliers qui viennent gratter. Voilà, avec leur boutoir. Ils poussent. Et du coup, à Fumel, par exemple, l'usine a produit les poutrelles de Beaubourg. Si vous allez à Beaubourg, il y a énormément d'éléments métalliques qui ont été produits à Fumel, là, dans le Lot-et-Garonne. Et c'est toujours la fonderie de... Enfin, la fonderie. Il y a encore des fonderies à Lot-et-Garonne, mais là, c'est du retraitement maintenant. Ils fabriquent des poutrelles, c'est plutôt un acide de l'acier. Et du coup, il y avait des grands laminoirs au bord du Lot. Et du coup, c'est toujours une industrie locale. Donc ça, c'est encore une ressource que vous devez garder en tête. Voilà. On arrive sur la Syrie. Il y avait également, là aujourd'hui, je prépare une petite fiche. Parce que je me souviens pas de tout par cœur, malheureusement. Du coup, de temps en temps, je cherche. Oui, alors, il y a le creuset aéronautique, voilà, qui, du coup, est la deuxième. Donc, c'est Métal Aquitaine et le creuset aéronautique, qui sont les deux grands groupes qui ont donc des usines, des complexes industriels autour du fer en Lot-et-Garonne. Et vous voyez, après, je suis jamais descendu dedans. Là, vous avez une entrée de grotte, là. C'est toujours ce même calcaire. Donc là, il y a une voûte qui a été creusée. Il faudrait descendre, voir s'il y a des peintures rupestres. Peut-être le prochain découverte de Lascaux. J'en vois un enfant. Ça, c'est du chêne, mais vous voyez, le chêne, il est toujours tortueux. Là, vous en avez tout ça, c'est un petit bois de chêne, là. Ça, c'est des bois qui sont très bons pour aller récupérer les cèpes au mois d'octobre-novembre. Il faut qu'il fasse plus frais. Hein. Là, c'est fou, vous sentez? Quand je marche, ça fait comme des chips. Je sais pas si vous voyez.
Voilà, on entend, en fait c'est déjà sec. Là on est au mois de mars, il n'y a eu quasi pas d'hiver. J'ai déjà été piqué par des tiques en allant me promener en forêt. Et du coup, c'est fou. Enfin, là, le réchauffement climatique, on le sent très bien, malheureusement. Voilà, donc la Syrie, c'est ça que je voulais vous montrer. Là, vous voyez,